Éveiller les consciences, stimuler l'envie d'agir pour un tourisme à impact positif. Expérientiel est un podcast indépendant qui explore les leviers d'action nécessaires pour repenser le modèle actuel du tourisme et répondre aux défis futurs du secteur. Notre objectif est d'inspirer et de sensibiliser aux pratiques responsables dans le tourisme en partageant des exemples concrets de réussite et de défis à travers l'histoire de femmes et d'hommes visionnaires, engagés, qui partagent leurs recherches, leurs pratiques, leurs solutions, leurs doutes et leurs apprentissages. Ce sont de véritables passeurs d'expérience et de savoir. Pour continuer l'aventure expérientielle, nous avons besoin de votre soutien. C'est très facile. En laissant une note positive sur notre podcast, en partageant sur votre réseau ou en faisant un don sur notre page Tipeee. Allez, sans attendre, je vous invite à vous installer dans un lieu confortable et calme, et pourquoi pas en pleine nature, pour prendre le temps de découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute! Bonjour Ophélie, merci de prendre ce temps pour partager tes engagements, ta passion, ton métier et aussi pourquoi cela fait plus de 13 ans que tu travailles pour cette entreprise, qu'on ne va pas encore révéler le nom. Ce que j'aimerais savoir de toi, c'est qui tu es, qu'est-ce qui t'anime justement au sein du voyage, ce qu'on appelle souvent le voyage durable, le tourisme durable, le voyage à impact positif. Voilà, je te donne la parole, à toi de nous dire qui tu es et qu'est-ce qui t'anime au quotidien. Bonjour à toutes et à tous, bonjour François. Effectivement, c'est une vaste question, mais tout d'abord, je pourrais dire que j'ai rejoint cette entreprise il y a 13 ans parce qu'elle combinait deux éléments clés de ma personne, de mon identité même. C'était le voyage, l'ouverture à d'autres cultures et puis l'engagement pour construire un monde meilleur, plus écologique, plus social, plus solidaire. C'était vraiment deux éléments qui étaient fondamentaux pour moi et quand j'ai découvert cette entreprise, j'ai eu envie de m'y engager et petit à petit, j'ai pris de plus en plus de responsabilités jusqu'à devenir présidente aujourd'hui. Donc j'ai vraiment assisté aux prémices de ce qu'on appelle le tourisme durable. À l'époque, quand je parlais aux journalistes ou à mes pairs de l'édition ou même du secteur des guides de voyage, tout le monde rigolait, se moquait de nous, ne prenait pas très au sérieux. Et aujourd'hui, quand je vois que tous ces gens-là rattrapent le wagon, se mettent eux aussi à devenir durable, je trouve ça chouette. Alors, il me semble que tu as pas mal voyagé. Oui, effectivement, j'ai beaucoup voyagé et moi-même, je suis le fruit d'une culture multiple. Je pense que c'est pour ça que j'ai eu cette sensibilité au voyage, mais surtout, je pense que j'ai eu un voyage initiatique quand j'avais 19 ans. J'ai traversé la Chine en train, de long en large, en travers, et j'ai eu vraiment un choc culturel très fort parce que j'étais confrontée à une culture qui était très différente de la mienne, et ça m'a permis de comprendre moi qui j'étais et d'en comprendre plus sur ma culture. Ça m'a aussi permis de décider ce que j'avais envie de faire de ma vie. Et je me souviens, j'étais dans un train comme ça, je descendais de Pékin vers le Yunnan, et je me suis dit, ce que je vais faire plus tard, je veux promouvoir la diversité culturelle, je veux promouvoir le voyage. Et voilà, j'y suis toujours plus de 20 ans plus tard. C'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que le voyage permet vraiment cette ouverture au monde, comme tu l'as décrit. Dernièrement, moi, j'ai été en Israël. On m'a proposé d'aller en Israël et j'y étais. J'ai dit tout de suite oui parce que justement, on a une idée d'un pays de l'extérieur, mais de le vivre de l'intérieur nous permet de se faire notre propre opinion, mais aussi de découvrir des choses. Bon, alors moi, j'aime bien la gastronomie, donc c'est vrai qu'à travers la cuisine, l'art de la table, etc. Mais j'aime bien aussi aller me balader, errer
et puis voir un peu la vie de tous les jours des gens et les observer. Je trouve qu'il y a quelque chose d'enrichissant. Je me souviens à Tel Aviv de voir ces quatre hommes à 2 heures de l'après-midi jouer aux cartes alors qu'ils tenaient un magasin, etc. Et puis toute la joie qu'il y avait autour. Je ne comprenais pas ce qu'ils disaient, mais j'avais l'impression qu'ils vivaient un moment fort sympathique entre eux. Et je trouve que ça me plaît. C'est ça qui est génial d'ailleurs dans le voyage, quoi. Alors, sans attendre, bien, on va dire le nom de l'entreprise. Est-ce que tu peux nous dire pour qui tu travailles? Alors, j'ai le plaisir de représenter aujourd'hui les éditions Viatao. Nous sommes une maison d'édition indépendante qui édite depuis 15 ans des guides pour un tourisme durable à travers le monde. Et cette collection, elle s'appelle les guides Tao. Alors, quel est l'objectif de ces guides, justement? L'idée, c'est de donner aux lecteurs des clés pour avoir un impact positif quand ils voyagent. Donc, on sélectionne des adresses selon 3 critères. D'abord, le respect de l'environnement, mais aussi les bénéfices qui sont apportés aux populations locales d'un point de vue social, économique et culturel. D'accord. Et aujourd'hui, c'est combien de guides que vous avez publiés? Aujourd'hui, on a dû publier une trentaine de références. Alors certaines ne sont plus en vente parce qu'elles sont plus actuelles, évidemment, depuis 15 ans. Mais ce qu'il y a d'intéressant, d'important de dire, je pense, c'est qu'on souhaite vraiment recentrer notre catalogue dans les années à venir sur des destinations qui sont accessibles sans avion. Donc concrètement, on souhaite vraiment se recentrer sur l'Europe et la France. Tu me tends la perche pour votre dernière parution, qui est le guide Tao Europe sans avion, justement, et qui recense 1300 adresses éthiques et écologiques. Ça doit être un travail énorme. Et vous êtes combien dans l'entreprise pour réaliser ce travail? Alors, au quotidien, on est 2 à s'occuper de Viatao, mais bien sûr, on a une foule d'autres personnes qui travaillent avec nous, notamment concrètement pour la production des guides. On travaille avec des auteurs qui sont des spécialistes de leur destination et qui sont sur place à chaque fois. Par exemple, pour ce guide Europe, on avait une vingtaine de rédacteurs qui étaient situés chacun dans un pays différent en Europe. Et donc, ça permet vraiment à chaque fois d'avoir affaire à des spécialistes de leur pays, des passionnés qui ne sont pas forcément des rédacteurs professionnels, mais par contre qui ont vraiment envie de partager leur passion de leur territoire, et puis aussi qui sont des gens qui sont vraiment sensibles aux valeurs du développement durable et qui connaissent les acteurs sur place. D'accord. Justement, là, je te parlais quand j'étais en Israël, c'était pour le forum des pionniers. Et il y a eu une conférence d'un géologue qui s'appelle Emmanuel Salim et qui nous a parlé du tourisme réflexif, justement, qui permet aux touristes de pas seulement d'être des touristes, entre guillemets, pas seulement d'être des consommateurs, mais de devenir des acteurs et de voir même réfléchir quel impact ça peut avoir dans leur quotidien, dans la société, etc. Est-ce que c'est une intention que vous partagez aussi à travers votre guide? Complètement, mais alors là vraiment complètement. On a deux rubriques qui sont très spéciales, qui s'appellent Préparer le monde de demain et Agir. Donc dans Préparer le monde de demain, on donne des contacts à nos lecteurs pour qu'ils puissent se former ou s'informer à tout ce qui concerne la transition écologique. Alors ça peut être concrètement de découvrir un éco-village, de faire un stage de permaculture, d'apprendre à vivre en autonomie, de découvrir l'éco-construction. Et pour la rubrique Agir, on leur donne des contacts d'associations s'ils ont envie de s'investir sur le front d'écologie ou de la solidarité pour un jour ou plusieurs mois. Et c'est vrai qu'on souhaite vraiment aller vers moins de consommation et beaucoup plus d'expérience, de contact avec l'autre, voilà, parce qu'on souhaite développer une autre vision du voyage et du tourisme, sortir vraiment de cette logique du tourisme de masse qui est d'aller toujours plus loin, toujours plus vite, et au contraire de prendre le temps de la découverte, de la rencontre, et aussi de donner du sens à notre voyage, en participant par exemple à une action sur place. Alors, en travaillant sur ce projet,
référencer 1300 entreprises sur l'Europe, ça doit être un boulot énorme. Ça doit pas être facile non plus parce qu'il faut faire des choix. OK? Est-ce que justement d'avoir réalisé ce travail, ça t'a fait réaliser que bah, les choses bougeaient dans la bonne direction, ou est-ce que justement c'était encore lent? Non, non, évidemment, les choses bougent au quotidien et on l'a vu, le Covid, avec tout ce qu'il a apporté de mauvais et de dramatique, a aussi été un excellent accélérateur des prises de conscience générales. Et au quotidien, on voit que l'Europe et même le monde fourmillent d'initiatives. Alors bien sûr, dans certains pays, c'est plus développé que d'autres. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a sur certains territoires, c'est difficile de sélectionner que quelques adresses. Donc vraiment, oui, l'espoir est permis, heureusement, et les choses sont en train de changer à vive allure. Alors, 1300 adresses, c'était le chiffre que vous vous étiez donné, ou est-ce que c'est plus ou moins que vous attendiez? Alors 1300 adresses, c'était un objectif qu'on s'était donné. On voulait proposer entre 200 et 150 à 75 adresses par pays, puisqu'on a 10 pays qui sont concernés, donc l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Grèce, la Grande-Bretagne, l'Irlande, l'Allemagne, le Pays-Bas, la Suisse et l'Autriche. Donc en fonction des pays, on a plus ou moins d'adresses. Et voilà, on s'était fixé des quotas d'adresses par pays. Après, c'est vrai qu'on a une expérience, hein, quand même. Ça fait plus de 15 ans qu'on fait des guides, donc on sait un peu. Voilà, donc c'était des quotas qu'on s'était fixés et bah, globalement, ça a été quand même assez facile d'atteindre ces chiffres, hein. Je pense qu'on aurait pu aller largement au-delà sur certaines destinations. Est-ce que tu peux nous partager justement quelques initiatives des personnes que tu as référencées qui t'ont touché, toi, qui t'ont dit, tiens, vraiment, ça sort de l'ordinaire, des sentiers battus, ça m'a même surpris. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Alors moi, c'est pas le côté sortir des sentiers battus, évidemment, c'est important, mais c'est pas non plus la chose que je retiens. Vraiment, ce qui est fondamental, c'est le côté engagé. Donc, par exemple, on a cette adresse qui nous a été proposée par l'auteur d'Amsterdam. Alors, ça s'appelle le Ridge Lampedusa à Amsterdam. Et en fait, ça permet de découvrir les canaux d'Amsterdam avec une promenade à bord de bateaux des réfugiés qui vont raconter leur histoire et comment ils vivent au quotidien dans la ville. Je trouve cette initiative incroyable et vraiment porteuse d'espoir. Je pense que c'est à la fois intéressant, insolite, solidaire, écologique. Ça coche toutes les cases. Pour moi, ça, c'est vraiment une adresse super. Il y en a une autre aussi qui est assez typique de ce qu'on peut trouver. C'est l'association Gaia Terra qui se situe entre Venise et Trieste. En fait, c'est un éco-village qui développe une agriculture durable et une vie en communauté. Et vous pouvez vous loger sur place ou vous pouvez simplement visiter ou participer à des ateliers, des événements pour en savoir plus sur les plantes sauvages ou la vie en autonomie. Voilà, ça c'est ce qu'on trouve par exemple dans notre rubrique Préparer le monde de demain. Vous avez également une micro-ferme sur l'île de Leucade en Grèce qui est adepte de zéro déchet, qui cultive une agriculture en permaculture et qui se décrit comme un véritable musée à ciel ouvert. Là, vous pouvez assister à des visites libres ou participer à des cours de cuisine. Voilà. Ou alors, vous pouvez, par exemple, en Irlande du Nord, il y a une association qui s'appelle le Rathlin Seabird Centre. Donc, cette île, elle accueille la plus grande colonie d'oiseaux marins d'Irlande du Nord, dont les fameux macareux que tout le monde connaît. Et vous pouvez effectuer des missions de volontariat pour vous occuper des oiseaux, participer au travail de conservation et de protection de ces espèces-là. Donc ça, voilà, ça peut être génial. Mais il n'y a pas que des expériences payantes ou avec des structures. On propose aussi énormément d'expériences gratuites, on va dire, Mhm. comme des randonnées. On propose beaucoup de véloroutes ou de randonnées pédestres à faire. Alors, par exemple, il y a une véloroute qui s'appelle la Transandalouse. En Espagne, c'est une véloroute de 2000 kilomètres qui permet de faire un tour complet d'Andalousie
en s'éloignant des circuits touristiques et de vraiment découvrir un autre visage de la région. Voilà un petit Super, peu. Ouais, super. ouais. Dis-moi, est-ce que c'est facile de voyager en Europe sans avion? Hyper facile, hyper facile. Après, c'est vrai que on trouve pas forcément toutes les informations. C'est pas si facile que ça d'accéder à ces informations-là, et c'est vraiment pour ça qu'on a voulu développer sur le guide cette partie transport encore plus que d'habitude. Sur chaque pays, on commence par une ouverture où on explique comment se rendre dans le pays en train, en bus, en covoiturage, en randonnée vélo, en randonnée pédestre ou même à vélo. Et puis ensuite, pour chaque grande partie, grande région du pays, on redonne ces mêmes informations-là, et on donne aussi à chaque fois les bilans carbone pour chaque mode de transport. Ça permet à chacun de réaliser l'impact de son choix. Parce que je pense qu'il faut quand même rappeler à tout le monde, même si je pense que les auditeurs de votre podcast sont déjà sensibilisés, qu'aujourd'hui les transports, ils représentent 77% des émissions CO2 du secteur du tourisme en France. Donc ça, c'est une étude qui a été faite par l'ADEME en 2021. Donc Et vraiment, aujourd'hui, même si sur place, on a un comportement irreprochable dans le choix des structures, si on se déplace en avion, on aura un impact environnemental plus fort que quelqu'un qui ne fait pas attention sur place et qui vient en train ou même en covoiturage ou en bus. Donc vraiment, cette question des transports, elle est fondamentale. Et je tiens à dire qu'aujourd'hui, la plupart des capitales européennes sont accessibles en moins d'une journée de train. Donc c'est tout à fait possible, et j'engage les auditeurs vraiment à se renseigner, soit en achetant notre site, soit en allant voir sur notre site internet. Vous trouverez plein d'infos, hein. oui, puis je trouve, quand je voyage en train, il y a une notion de confort aussi. Il y a une Euh, notion de confort, mais pas que. Il y a plein de choses aussi. On revient un petit peu à l'essence du voyage, qui est de prendre le temps de la découverte. Et puis de réaliser aussi les échelles des territoires, parce que quand on fait un voyage en avion comme ça en 2 heures, on se rend pas compte. Mais quand on prend le train, vraiment, on est dans ce qu'on appelle aujourd'hui le slow tourisme. Voilà, on revient au temps de la découverte. Peut-être on s'ouvre plus à l'aventure. Et puis on pense à un voyage complètement différemment. et d'un aspect économique, parce que avec le coût de la vie qui augmente, est-ce que justement ne pas voyager en avion, c'est moins cher, plus cher ou pareil? Ça dépend des Ça, destinations, je c'est vraiment suppose. le gros argument qui revient contre le train, par exemple. Alors, il faut savoir que le train, déjà, si on réserve longtemps en avance, on a des meilleurs tarifs, que sur les trains de nuit, il existe plusieurs types de confort, qu'il existe aussi des bourses de train qui permettent d'acheter des billets de train en seconde main. Et puis après, pour les étudiants, pour les gens qui n'ont pas les moyens, mais qui ont du temps, il existe aussi la solution du bus, qui reste quand même beaucoup plus écologique que l'avion, et qui permet d'avoir accès à des transports pour des prix vraiment très très intéressants. Donc aujourd'hui, l'argument du prix, bon, je pense qu'elle n'est pas très très valable. Très bien, super. Merci de clarifier ça. Et ensuite, j'ai une dernière question. En t'écoutant, est-ce que tu penses que le tourisme peut avoir une vocation citoyenne encore plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui? C'est-à-dire que quand j'ai entendu les expériences que tu disais à travers les associations, découvrir Amsterdam avec des bateaux de migrants, etc., justement, est-ce que c'est pas une opportunité de rapprocher les gens et de recréer ce lien humain, d'apprendre à se connaître, d'accepter et d'apprécier surtout la diversité des cultures, et que ben, c'est super qu'on soit différents des uns et des autres, et justement pour mieux se comprendre et mieux construire un monde de demain qui soit beaucoup plus joyeux, dans la paix, et je le dis avec beaucoup de sincérité, avec beaucoup plus d'amour, quoi. Évidemment, il y a ce lien social, cette ouverture culturelle, mais pas que. Il y a aussi l'idée d'être consommateur.
Aujourd'hui, finalement, un de nos plus grands impacts et notre moyen d'action, c'est notre façon de consommer, comment on dépense notre argent. Et aujourd'hui, si on choisit d'aller dans des hébergements qui s'engagent d'un point de vue écologique, social, ben voilà, on soutient des gens qui font changer les choses. On va donner notre argent et on va soutenir tous ces gens qui s'engagent au quotidien. Donc évidemment, en étant un touriste responsable, on peut contribuer à faire changer les choses à plein de titres. Est-ce que dans les 1300 références, c'est principalement des indépendants, des associations, des petites structures, ou il y a aussi des grands groupes? Effectivement, il y a aussi des grands groupes, car il ne faut pas se cacher que c'est quand même eux qui ont le plus de moyens aujourd'hui pour s'engager et pour pouvoir mettre en place et aussi communiquer sur leurs engagements. Mais c'est vrai que nous aurons tendance à être beaucoup plus exigeants à l'égard de grands groupes et de grosses structures que de petites structures indépendantes. Donc voilà, on peut trouver effectivement quelques grands groupes, mais aussi une multitude de petits acteurs engagés et indépendants, à l'image des éditions Viatao. D'avoir travaillé sur ce projet, euh, ça vous a donné envie de faire quoi prochainement? Quel va être le prochain projet? Est-ce qu'il y a d'autres idées qui sont nées de ce projet? Bien sûr, les idées ne manquent pas et avoir le succès rencontré par ce guide qui est sorti depuis quelques semaines et qui rencontre un fort intérêt médiatique, mais aussi un succès déjà commercial en librairie. On a envie de continuer à promouvoir un tourisme de proximité, un tourisme engagé, voilà. Donc, nous travaillons actuellement sur un guide Île-de-France. Nous allons également réaliser un guide sur l'Hérault et d'autres projets, bien sûr, qui viendront de proximité en France et en Europe. Alors, cette dernière édition de ce guide, on peut le trouver où et comment? Alors, vous pouvez le trouver en librairie. Je vous conseille bien sûr de privilégier les petites librairies indépendantes. Vous pouvez également trouver ce guide sur le site internet de Guide Tao, guidetao.com. Vous pouvez également y accéder sous forme d'application. L'application Guide Tao est disponible sur Android et sur Apple, donc vous pouvez télécharger des cartes et avoir accès à toutes les adresses sur votre téléphone en géolocalisé. Alors, en travaillant sur ces différents projets, je vais te poser une question personnelle, juste pour conclure cette interview. Euh, Optimiste ou pessimiste? Je suis optimiste par conviction parce qu'on se doit de rester optimiste et de vouloir faire changer les choses. Moi, je suis une entrepreneuse, une femme d'action, voilà, donc j'essaye de contribuer à mettre en valeur le travail des autres et à redonner de l'espoir et à donner un sens, voilà, un sens à la vie, du plaisir, du bonheur, de l'engagement. Donc oui, oui, restons optimistes et continuons d'agir tous à notre échelle et chacun peut faire changer les choses. Merci beaucoup, Ophélie. Je te souhaite une très bonne journée et bonne continuation avec ce guide et avec les prochaines éditions d'autres guides à découvrir notre pays aussi de différentes manières. Vraiment, continuez. Bravo pour vos engagements et bravo pour cette initiative parce que je crois que c'est quand même une première de voir autant d'adresses et de nous inciter justement à réfléchir comment nous souhaitons voyager et qu'il existe de nombreuses possibilités. Et j'ai bien aimé aussi le point que tu as dit, c'est de préparer son voyage. Je pense que ça fait partie aussi du voyage, c'est-à-dire de se préparer en avance, de commencer à rêver, d'imaginer, de faire des recherches, etc., avant de partir pour pouvoir découvrir une destination qu'on a choisie et qu'on a choisie pas juste pour consommer, mais justement pour vraiment découvrir et comme tu l'as dit, s'ouvrir au monde et pourquoi pas développer de nouvelles idées et de nouvelles manières de s'engager dans son quotidien
à améliorer la qualité de notre monde et à préserver ce monde qui nous c'est si important. Cette planète vraiment est extrêmement importante pour nous, pour notre santé et pour celle de nos enfants. Je vois qu'il y a un jouet derrière toi, donc je suppose que tu es maman aussi. Et donc, il y a ça aussi, c'est penser aux générations futures. Les Iroquois disaient, ils avaient un proverbe, c'est quel que soit ce que tu fais, réfléchis à quel impact ça aura dans les 7 générations à venir. Et donc, je trouve que c'est important justement de pouvoir se poser des questions. Nous sommes sur une planète avec des ressources limitées et nous sommes dans un état d'esprit où on veut toujours plus. Donc, il y a un peu d'incohérence et de pouvoir retrouver un équilibre, c'est très important. Merci beaucoup, Ophélie. Merci François, bonne fin de journée à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir. Nous espérons que cet épisode vous a été enrichissant et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action pour vous accompagner dans votre démarche vers un tourisme à impact positif. Pour rester au courant de toutes nos dernières actualités, suivez-nous sur notre page expérientielle sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. À bientôt sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif.